l'espace public ou la société un peu en général est quand même faite pour des personnes valides, bien portantes, en santé, plutôt minces et actives et qui peuvent être productives. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Infraviolet, le podcast féministe de la jeunesse socialiste suisse. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Infraviolet. Aujourd'hui, je suis là avec Martine et on va discuter de grossophobie. Moi, je m'appelle Léa, je suis au comité directeur de la JS Suisse et j'utilise les pronoms elle. Martine, est-ce que tu peux te présenter ? Salut, alors c'est Martine, je suis militante féministe et socialiste. Je viens du Valais et mon pronom c'est elle. Alors Martine, dans le numéro Infraviolet, tu as écrit un article intitulé « Grosse ». Peut-être pour les personnes qui ne sont pas encore au courant, pourquoi est-ce que tu utilises ce mot et pourquoi est-ce que c'est ok d'utiliser ce mot et c'est pas une insulte comme certaines personnes peuvent penser. Oui, alors effectivement, j'avais intitulé Grosse avec un petit effet, une volonté un petit peu provocatrice parce que gros c'est souvent vu comme une insulte et utilisé comme une insulte aussi, alors qu'à la base c'est simplement un adjectif qualificatif qui n'est ni mauvais ni mal, ni bon, enfin voilà, une grosse plante, une grosse présentation, une grosse influence, c'est intéressant, enfin c'est bien. Et d'avoir utilisé cet adjectif, de l'avoir mis comme tabou, c'est devenu un peu on cache, on veut pas dire et on essaie de trouver d'autres mots pour dire que c'est pas ça, on n'aime pas, enfin bref. J'aime pas qu'on utilise d'autres mots, je trouve que grosse c'est très bien dans le sens où c'est un adjectif, pas dans le sens où on l'utilise en tant qu'insulte, évidemment, après parce que c'est une insulte, mais utilisons le mot grosse. Bien. Et du coup, on va utiliser ce mot au cours de toute la discussion. Et il y a aussi plein d'informations sur l'utilisation de ce mot en ligne, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à ça. Du coup, dans ton article, tu commences par parler d'une expérience que tu as faite pendant un grève féministe 2023. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation ? C'était en 2019. En fait, c'était la toute première, quand il y a eu la nouvelle vague. Et j'étais tellement excitée à l'idée de participer au renouveau, la nouvelle éclosion du mouvement féministe en Suisse. Et les t-shirts allaient arriver, on avait nos super t-shirts violets et il n'y avait pas ma taille, mais vraiment pas ma taille. Ces t-shirts déjà ils taillaient assez petits en règle générale et ça s'arrêtait, je sais plus où, mais 44, 46, enfin vraiment c'était petit. Et là, bam, la claque, je me suis dit voilà, tu fais pas partie du truc. Je savais bien que la volonté n'avait pas été de nuire, non, mais ça, c'est hyper représentatif de la société dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on ne pense pas parce qu'on n'a pas de représentation. Comme on n'a pas de représentation, on oublie les personnes grosses, comme on peut oublier d'autres personnes. Et puis, dans les catalogues, quand on va pour commander, il n'y a pas le choix. Ça arrive jusqu'à une certaine taille. On pense qu'on a pris l'ensemble du panel, mais en fait, ça s'arrête très bas. Et donc on nous propose, c'est à nous déjà de faire la démarche, d'aller chercher des tailles plus grandes, mais on va encore faire attention à l'origine, à la composition, à comment ça a été fabriqué. Et on n'y pense pas toujours, et là c'était ce qui était arrivé avec le mouvement féministe, on n'avait pas pensé à des t-shirts un peu plus grands. Et ça avait été assez difficile à vivre de prime abord, et puis après on en a simplement discuté, et on a pris le contre-pied, et on a commandé des nouveaux t-shirts, et on a vraiment fait attention à couvrir une grande ampleur de taille. Donc si j'ai bien compris, c'est un peu un sorte d'oubli, et du coup, mais qui a aussi un effet excluant, donc, et c'est aussi un sorte de cercle vicieux, comme après on oublie les personnes, et les personnes se sentent exclues, du coup n'ont pas envie de faire partir du mouvement, ou ont l'impression qu'elles n'ont pas la place dans le mouvement, et après ça, comme elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas faire partie du mouvement, elles ne participent pas et du coup ne peuvent pas non plus justement faire ce que tu as fait, donc en parler, discuter de ça et aussi améliorer le problème. Mais donc, si j'ai bien compris, tes co-militantes ont plutôt bien réagi à ta remarque et ont réglé ce problème. Et du coup, est-ce que, comme ça c'est un exemple justement où la question de la grossophobie n'a pas vraiment été prise en compte, est-ce qu'il y a encore d'autres situations où tu as remarqué ça, où dans les mouvements féministes, on ne prend pas vraiment cette question en compte et les gens n'y pensent pas vraiment aussi sur d'autres thèmes? Alors, dans les mouvements féministes, oui, ça arrive, mais c'est comme comme dans le mouvement socialiste aussi ou dans la gauche en général, c'est quand on manque de représentation.
on manque de représentation, donc on ne se rend pas compte. Finalement, on se retrouve souvent dans des groupes très hétérogènes, homogènes, des personnes blanches, relativement valides, relativement minces, assez dans les standards. Donc on oublie les autres personnes, mais c'est valable pour plein de choses, pour les personnes racisées, pour les personnes handicapées, pour les personnes plus âgées. Et ça, c'est vraiment à chaque fois des questions de représentation. C'est pour ça qu'on dit toujours aussi c'est important d'avoir la parité dans les instances dirigeantes ou dans les autorités politiques. La parité, c'est important parce que oui, c'est important d'être représenté par les femmes parce qu'on est consciente d'autres réalités. Et après, dans nos milieux, c'est aussi important d'avoir plus de diversité pour être consciente des discriminations, des disparités, des problèmes qui peuvent survenir pour d'autres personnes avec qui qu'on côtoie, mais qu'on ne se rend pas toujours compte. Par exemple, au niveau des personnes grosses, on peut parler des chaises. Quand on est par exemple des milieux militants et qu'on se retrouve avec les moyens du bord, en été, on fait un pique-nique, on fait une sortie et des petites chaises ou des petits tabourets en plastique, suivant lesquels, quand c'est des trucs pliables qui coûtent pas très cher, en fait, je m'assieds pas. Parce que j'ai trop peur de m'asseoir et de casser et de tomber. Et malgré tout, même si les personnes sont bienveillantes autour, il va y avoir quand même un truc, la grosse, elle a cassé la chaise. Et c'est des petites choses comme ça, mais parfois on ne s'en rend pas compte. Et ça peut être difficile et humiliant. Après, on retrouve dans une plus grande ampleur et où c'est quand même plus problématique, c'est dans l'espace public. Dans certains bancs ou dans l'espace public où on pourrait s'asseoir et on ne peut pas toujours s'asseoir parce qu'on a mis des accoudoirs. Donc ces fameux accoudoirs sur les bancs sont discriminants à plusieurs niveaux. On sait que c'est discriminant aussi pour les personnes sans domicile qui ne peuvent pas s'allonger. Et puis, suivant comment c'est positionné, on ne peut pas s'asseoir. Et voilà, donc la société, l'espace public ou la société un peu en général est quand même faite pour des personnes valides, bien portantes, en santé, plutôt minces et plutôt actives et qui peuvent être productives, qui n'ont pas de soucis, donc pas valides. Oui. Donc en préparation à cet épisode, on parlait aussi du thème par exemple de la fast fashion. Donc aussi, c'est aussi souvent dans les milieux militants de gauche où on bat contre ça et c'est aussi juste parce que évidemment c'est des conditions de production absolument catastrophiques, c'est mauvais pour l'environnement et aussi socialement c'est très problématique. Mais ce que tu disais par rapport à ça justement, c'est qu'on ne pense pas forcément par exemple aux personnes grosses qui n'ont pas le choix en fait. Comment tu vis ça ? Oui, alors ça c'est un gros problème qui divise aussi le milieu des personnes grosses, c'est que il y a peu de marques qui font dans des très grandes tailles. Et quand je dis très grande, là, je dépasse le 54, le 56. Donc, il y a quelques marques qui vont jusqu'au 52, 54. Et ensuite, il y en a vraiment très, 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 très peu. Et les peu qui font avec des prix abordables. Certaines, ça reste des choses vraiment, des sacs, quoi. C'est des énormes draps. C'est vraiment pas joli, ça donne pas envie. Et puis sinon, il faut avoir les moyens. Et ça, c'est difficile. C'est pas donné à tout le monde. Ensuite, ce qui se passe, c'est que dans l'ultra fast fashion, le diable, Shein et compagnie, ils vont jusqu'aux 60. Et c'est vrai que c'est très difficile. Je suis allée voir ces sites. Il y a des fringues vraiment très stylées qui vont à toutes les tailles. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et en même temps, ça m'a donné envie, parce que je me disais, oh, c'est chouette ce qu'il y a, c'est abordable, il y a ma taille, je passe dedans, waouh, et tout. Et après, non, parce que je me refuse. Mais tout le monde ne peut pas se refuser. J'ai la chance de pouvoir un peu gérer mon budget, pouvoir parfois un peu me faire plaisir. Et une ou deux créatrices que je connais qui sont en Suisse romande et qui font qui font des vêtements avec des prix abordables. Il faut quand même mettre un peu de côté avant, mais je peux commander des fringues, mais parce que je fais un effort de recherche, parce que je veux de la mode inclusive, éthique, tout ça. Ça demande encore plus de travail quand on est grosse que déjà juste une personne qui est dans les standards au niveau de l'habillement. Et puis les friperies, c'est difficile, il n'y a jamais ma taille.
c'est très rare, ou vraiment, c'est difficile et il y a peu de choix. Et alors on essaye de plus en plus, quand on fait des vide dressing par exemple, d'essayer d'avoir aussi des vide dressing. Enfin, quand je vois à gauche, à droite, et puis des fois dans les milieux de gauche, par exemple, j'envoie un petit message, je fais il y aura des grandes tailles. Et puis en général, il n'y a pas. Ou alors, je dis, je peux venir. Ou alors, j'ai une copine qui habite pas loin et peut-être qu'elle peut venir. Et après, on pense. Et ça fait un effet boule de neige parce que dans la com, on met aussi du 32 au 54. Et quand on voit dans la com, déjà, je dis, ah bah cool. Et peut-être que là, je vais me déplacer. Sinon, souvent, les personnes grosses, on ne va même pas se déplacer dans les vide dressing. On n'aura pas. Et en plus, il y a un truc qui peut être parfois un poil problématique, mais on ne se rend pas compte non plus, c'est que des personnes minces aiment avoir des trucs loose ou oversize. Et qu'on trouve au friperie aussi, et qui sont assez stylés. Et en général, c'est les quelques pièces qui prennent les vêtements stylés comme ça. Donc, ça arrive aussi. Mais ça passe aussi dans la communication et dans la représentation. Donc, dans la communication, on va aller un vide dressing en campagne l'année passée pour les élections fédérales. Et on a fait en sorte, vraiment, on avait toutes les tailles et on en a parlé dans la com. Et ça fait plaisir. Et des personnes sont venues et en tout cas, une personne me l'a dit clairement, je suis contente, j'ai vu, sinon je ne serais pas venue. Et parce que je sais qu'il n'y avait pas ma taille. Mais là, j'ai trouvé des trucs sympas. Et donc vraiment la représentation et aussi la communication, comme tu dis, c'est un peu une solution à ce problème. Parce que je pense, par l'exemple justement de la discussion autour de la fast fashion ou autour de l'habillement, ça rejoint un petit peu l'exemple du début, qu'il y ait un oubli d'un certain groupe de personnes, mais qui peut être très, très excluant, et qu'il faut justement avoir cette représentation et avoir aussi des personnes qui puissent dire mais regardez, moi aussi je suis là et moi aussi, ça répond pas à mes besoins. Et il y a un mouvement qui est assez populaire ces dernières années et puis qui a beaucoup de gens en ont entendu parler, c'est le mouvement body positive. Et ça pourrait être un peu une réponse justement à ce problème de représentation. Après, moi, comme je l'ai vécu, comme je le vois surtout sur les réseaux sociaux, et moins dans les mouvements militants de la vraie vie, entre guillemets, c'est que d'un côté, il y a une grande représentation de personnes grosses aussi, par exemple, justement, de nouveau sur le thème de l'habillement, de personnes grosses qui sont très stylées, qui montrent des boutiques où on peut acheter des habits, etc. Mais aussi que peu à peu, il y a beaucoup de personnes minces qui ont un peu pris ce mouvement pour elles et qu'au lieu de parler aussi, par exemple, de discrimination grossophobe et des vrais problèmes qu'il y a derrière ça, que c'est devenu plus un mouvement pour des femmes minces et valides et blanches souvent, un peu de s'affirmer, un peu de parler d'insécurité, ce qui est aussi une discussion tout à fait intéressante, mais je pense que ça commence à prendre presque trop de place et que ça empêche aussi la représentation des personnes qui vivent effectivement la grossophobie et qui devraient avoir plus de place et qui devraient pouvoir s'exprimer par rapport à ça. Est-ce que tu le vois aussi comme ça? Et peut-être, est-ce que tu as des conseils aussi pour des personnes qui s'intéressent pour ça, qui cherchent un peu des comptes qui parlent effectivement de grossophobie et pas que body positive de manière un petit peu générale et surtout en se focalisant sur des personnes minces? Oui, alors le début du mouvement était génial. C'était aussi pour moi les débuts, je pense à peu près les débuts d'Instagram ou un peu dans cette période-là. Et j'ai découvert des meufs badass, géniales, hyper stylées, qui s'affichaient en maillot de bain, par exemple. Maintenant, avec les années, je pense que j'ai 5 ou 6 maillots de bain différents et avec lesquels je m'amuse pendant l'été. Alors qu'avant, pendant des années, j'allais même pas à la piscine, ni à la plage, voilà. Et c'était génial, vraiment. Et maintenant, effectivement, il y a un peu d'une... C'est bien, évidemment, on peut parler d'insécurité, c'est sûr, c'est bien, mais on arrive à... Comme tu dis, ça prend beaucoup de place. Des femmes minces, un peu plus dans les standards, plus valides et plus blanches. On peut aller un peu plus vers des mouvements qui s'appellent plus dans le fat activisme. Et là, on parle plus vraiment dans la réalité des choses, ce que c'est de s'asseoir sur une chaise et d'être pas sûr qu'elle va tenir, ou d'être jugé dans la rue parce qu'on est en train de manger dans la rue. C'est un jour XY et je mange, j'ai pas eu le temps de manger, je mange un sandwich dans la rue. Je sens des regards où on se dit, elle est encore en train de manger. Mais qu'est-ce qu'ils en savent si je suis encore en train de manger? Je suis juste en train de manger, c'est peut-être mon seul
ma première chose de la journée, voilà. Mais parfois, si je suis un peu fatiguée, si je suis pas dans une bonne période, je m'abstiens de manger dans la rue parce que j'ai pas envie des regards. Et bon, pour en revenir au mouvement plus fat activiste, il y a des comptes en français, par exemple Corps Cool sur Instagram ou Gras Politique, qui sont bien militants et très intéressants et qui c'est des meufs, c'est toujours des meufs badass ou des personnes queer, trans ou non-binaires qui sont très intéressantes. Enfin, il n'y a pas de mecs cis en général. la discrimination est quand même différente par rapport à eux. Les mecs cis sont quand même gros, sont quand même vus comme ayant du pouvoir. Même s'il peut y avoir d'autres discriminations. Il y a quand même aussi beaucoup de sexisme aussi au niveau de la grossophobie. Et oui, alors les comptes, le body positivisme, c'est un peu à double tranchant. Ce qui me dérange encore plus, c'est les marques qui se disent inclusives et qui s'affichent inclusives dans leur com pour faire de leur pub et pour vendre, alors qu'en fait elles s'arrêtent à des tailles très basses où vraiment il n'y a pas d'inclusivité ou très léger, vous arrivez au 44, je ne sais pas, et d'utiliser ça comme moyen de vente. Ça m'énerve. Une meuf aussi hyper badass qui s'appelle Marie Debauer. Marie DBR, si jamais sur Instagram. Elle est drôle, elle fait des chroniques aussi. Et elle dénonce pas mal, je l'aime bien badass aussi. Et sinon, oui, dans la rue, ça c'est quelque chose qui est difficile, c'est les regards des gens. Il y a dans le regard des gens, ou même parfois même un peu plus, ils veulent venir me dire ce que je dois faire ou ce que je dois manger. Oui. Ça, on en avait parlé, c'est ce côté, gens se permettent de présumer de ma santé et de la santé des personnes grosses en général. Donc, on imagine que parce que t'es grosse, t'es en mauvaise santé. Alors, déjà, ça, on n'en sait rien. Et après, venir nous dire, non mais je m'inquiète pour ta santé. Alors, ouais, enfin, t'es pas mon médecin non plus. Et je t'ai rien demandé, ou voilà. Et, ouais, il y a une espèce de légitimité de la part des gens ou de la société de venir s'inquiéter de la soi-disant mauvaise santé des personnes grosses. Je pense que c'est en partie parce qu'on imagine qu'on est fainéant, de la paresse, qu'on passe son temps à s'empiffrer. Et quand on ne se contrôle pas, on est malsaine. Et donc, on coûte cher à la société au niveau de la santé. Parce qu'en fait, on devrait juste arrêter de manger, ou manger mieux, ou je ne sais pas. On voit encore énormément sur les réseaux sociaux, les commentaires grossophobes, c'est toujours d'une violence. Mais t'as qu'à fermer la bouche, puis comme ça t'arrêtes de manger. Voilà, parce qu'il faut voir que toutes ces femmes qui s'affichent aussi sur ces comptes, que ce soit body positif, plus fat activiste ou comme ça, elles existent. Donc déjà, une femme qui existe, qui prend de la place, qui prend la parole, et en plus qui est grosse, il y a beaucoup de mecs, mais aussi des meufs, mais quand même, on est majoritairement des mecs qui viennent t'expliquer qu'il faut fermer la bouche, il faut arrêter de manger et il faut bouger pour faire de l'exercice. Donc, qu'est-ce que t'en sais? Et si ça se trouve, tu regardes la vidéo avant, elle fait du sport, mais on présume, on présuppose, et puis on va surtout expliquer ce qu'il faut faire. Puis c'est surtout un peu, c'est comme si on demandait des personnes grosses, surtout des femmes grosses, d'avoir honte presque. Enfin, c'est aussi ça le regard des gens, un peu, putain, comment elle ose s'afficher, pourquoi elle est dehors, pourquoi on veut la voir? Et aussi, justement, c'est... Enfin, moi, j'ai déjà entendu parler justement de ces comptes de fat activistes surtout, qui reçoivent des menaces de mort et vraiment du harcèlement très très grave. Et juste par le fait que, j'ai aussi vu des comptes de femmes grosses qui parlent pas vraiment de grossophobie, qui sont simplement, qui s'intéressent aux vêtements, qui s'intéressent à la mode, et c'est ça leur contenu. Et rien que ça, c'est vu comme un statement politique. Juste le fait qu'elles fassent des photos avec des habits et puis qu'elles postent sur leur look. Déjà ça, c'est vu comme provocation. Et puis, on dirait presque... les personnes grosses n'ont pas le droit d'exister dans l'espace public, en fait. Et souvent, tu parlais déjà justement du regard des personnes. C'est un peu une expérience de discrimination. Tu en parles aussi dans ton article. Est-ce que tu as encore d'autres exemples que tu pourrais nous décrire? Oui, alors il y a la discrimination, les problèmes avec le milieu médical. Ça, c'est très difficile. Et c'est même dangereux parce qu'il y a énormément d'exemples qui existent.
des personnes grosses qui se font discriminer par un médecin ou un soignant ou une soignante et vraiment mais insulter. Ça m'est arrivé à un contrôle gynéco, la gynécologue qui me dit j'arrive pas à sentir vos ovaires à travers votre gras et j'étais en position gynécologique, les jambes écartées comme ça. J'ai pas pu répondre, j'ai fait ok, bon, et ça j'en parlais dans l'article. Et elle me dit, je vous fais un autre examen, mais là elle m'a pas dit qu'en fait cet examen, si elle ne le justifiait pas auprès de l'assurance, c'était à moi de le payer. Et elle me fait donc c'est un ultrason, une échographie interne, je crois que c'était ça. Bon, après elle a continué, je sais pas, je me rappelle plus ce qui s'est passé après, j'étais vraiment dans un autre monde, j'ai essayé de vivement que je sois dehors, loin d'ici. Je suis pas retournée chez la gynéco pendant des années. Et quand j'ai reçu la facture de l'assurance, j'ai payé, j'ai même pas demandé à la doctoresse de justifier ou quoi que ce soit. Et pendant des années, je ne suis pas retournée faire de contrôle gynécologique. Et je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Je sais qu'on est nombreuses et on s'abstient et on va plus faire de contrôle gynéco ou de contrôle médical. Et après quelques années, il y a quelque chose, ça va pas, on se retrouve aux urgences, n'importe quoi. Et en fait, il y a un gros problème médical sous-jacent qu'on n'a évidemment pas détecté parce qu'on n'a plus voulu retourner parce qu'on a été maltraité. Ou parce qu'on va, et la première réponse du corps médical à une personne grosse d'un problème médical, c'est le poids. C'est ton poids. J'ai écouté un autre podcast d'une autre activiste qui parle et qui est arrivée pour une otite. Et le médecin d'abord l'a fait peser et lui demande ce qu'elle fait pour son poids. Alors qu'elle avait l'oreille qui allait exploser. Voilà. Moi, je suis arrivée, je devais faire une IRM du genou et ils n'avaient pas un équipement qui était adapté, enfin ça ne passait pas sur ma jambe qui en plus était encore gonflée. Ils m'ont dit bon ça sera pas net, hein. Puis c'était de ma faute. Et il faut faire quoi alors? On sait pas trop. Enfin, vraiment ils étaient même eux empruntés et c'était de ma faute. Enfin, j'ai vraiment ressenti que c'était de ma faute. Et puis, je me suis dit, écoutez, si vous n'avez pas d'équipement adéquat, en plus c'est un examen qui va coûter cher. J'aimerais bien qu'il soit quand même fait correctement. Finalement, je ne sais pas comment ils ont pu voir. Enfin, ça s'est terminé en disant on va faire autrement. Puis bon, je ne sais même pas comment ils ont fait. Et si les résultats étaient bien lisibles ou pas pour le médecin. Enfin, bref. Et d'autres choses, ça m'est arrivé, c'est que dernièrement, on m'a donné un diagnostic médical que ça aurait pu faire des années. Sauf que pour moi, j'ai pas mal de douleurs physiques et j'ai toujours mis ça sur mon obésité. Et je voulais pas aller consulter pour ça parce que je me disais, j'avais déjà honte de moi-même parce que j'ai aussi une grossophobie intériorisée. Et en ayant honte de moi-même en me disant, ouais, mais c'est de ma faute, je devrais plus me prendre. Et voilà, je me retrouve avec les mêmes schémas. Donc si j'ai mal au corps, c'est parce que je suis trop grosse et puis je vais pas aller voir des médecins pour ça, tant pis. Et je me le laisse moi-même, à moi-même, alors que je lis, j'écoute, et pendant des années, et là, il y a 2 ou 3 mois, en fait, non, j'ai vraiment une maladie sous-jacente qui fait que j'ai des douleurs musculo-squelettiques et que c'était pas... Évidemment, l'obésité ne va pas aider, mais c'est juste un élément parmi d'autres. Et ouais, ça aurait peut-être pu être diagnostiqué avant. J'ai des problèmes de genoux, je ne suis pas allée voir pendant longtemps des médecins et quand j'ai dû aller voir un spécialiste, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, il va me dire, il faut perdre du poids. Et je suis sortie, j'étais tellement contente, alors qu'en fait, c'était normal, mais j'étais tellement contente qu'ils ne mettent pas toute la faute sur mon poids. Il m'a dit, non, mais votre poids, c'est un élément parmi d'autres. Mais après, il y a la génétique au niveau des genoux, des cartilages, de l'articulation, de l'usure plus ou moins en fonction. Et j'étais tellement contente. Et après, je me suis dit, mais je ne devrais pas être non plus contente à ce point, ça devrait être juste normal. Mais combien de personnes grosses qui ont en plus des problèmes de genoux, on dit, les articulations, c'est à cause du poids. On m'a dit, un médecin m'a dit, perdez 20 kilos et revenez. Là, vous pouvez pas me soigner parce que j'ai 20 kilos de trop. Enfin, et ça touche beaucoup de personnes et d'autres personnes qui vont complètement arrêter, mais pendant 20 ans, 30 ans d'aller consulter. C'est vraiment une exclusion du monde médical. Une exclusion du monde médical, oui. C'est intéressant l'exemple que tu dis justement avec l'IRM au genou, qu'ils n'avaient pas le bon équipement. Je pense que ça rejoint aussi un peu des problématiques validistes, c'est qu'on ne pense pas les objets de tous les jours, ou bien les objets utiles, on ne les pense pas pour certaines personnes, parce que normalement, ça ne devrait pas être une surprise
qu'il y a des personnes grosses. Enfin, je pense que tout le monde sait que ça existe, ça arrive, il y a des personnes qui sont comme ça et on pourrait aussi penser que ces personnes devraient aller chez le médecin un jour et que donc il faudrait prévoir des équipements pour ces personnes et aussi pour dans le milieu du validisme, par exemple les transports qui ne sont pas accessibles, alors qu'on sait parfaitement qu'il y a des personnes qui sont touchées par ça, qui ont besoin de certaines accommodations, mais c'est comme si on refusait de le faire et donc vraiment d'exclure ces personnes de la société parce que finalement la vie de tous les jours, enfin toute la société, l'espace public est conçu pour un certain type de personnes et donc souvent c'est un corps valide, mince. Ensuite, il y a aussi tout cet idéal de la personne qui doit bien fonctionner, qui doit être performante. Aussi, cette idée, par exemple, de l'homme fort qui peut travailler et puis qui est productif. Et justement, être gros ou être grosse, ça va à l'encontre de cet idéal, en fait. Et du coup, c'est aussi... j'imagine que c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui regardent ça presque avec dégoût, qui disent « Mais pourquoi il y a des personnes comme ça ? C'est pas correct, alors que finalement, c'est un truc complètement privé, en fait. » Oui, il y a un gros dégoût. On dégoûte souvent dans la société. Parce qu'on donne une image, c'est la société qui veut ça, qu'on donne une image de personne paresseuse, fainéante, qui s'empiffre, qui n'a aucun contrôle, qui se laisse complètement aller, et donc aussi qui n'est pas productive, et qui n'est pas une bonne travailleuse. Et je pense il y a quelque chose de dégoût de la société patriarcale et capitaliste. Au début de la crise du Covid, quand on s'est retrouvés enfermés, plus ou moins enfermés, il y avait eu pas mal de gags qui sortaient, qui disaient moi après la pandémie, et des personnes et du coup ils s'étaient mis avec des gros bourrelets, vraiment j'ai devenu hyper gros et c'était la monstre trouille de devenir énorme, gros, alors que c'est pas de fait de rester chez soi pour travailler qu'on devient gros. Moi je suis grosse, je sors, je bouge. Je mange comme tout le monde, oui, je mange. Il m'arrive de manger des chips, oui, il m'arrive de manger des salades, comme tout le monde. Et voilà, mon corps est comme ça. Des personnes minces, des personnes plus dans les standards, certaines n'ont rien fait juste pour être là. Enfin, on est né et puis on a un métabolisme, une morphologie qui est différente. Et il y a des personnes minces qui mangent très 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 mal et qui ne prennent pas. On dit souvent « Ah ouais, mais je connais, elle pourrait manger tout ce qu'elle voudra, ou il pourra manger tout ce qu'il veut, il prend jamais un gramme. » Il y a des métabolismes qui sont comme ça. Il y a des métabolismes où tu manges un petit peu et tu prends beaucoup. Mais non, on imagine que les personnes qui sont plutôt minces savent se contrôler, sont... actives, proactives, productives, et les personnes grosses ne savent pas se contrôler, sont limite sauvages. On en a parlé tout à l'heure, tu disais qu'il y avait peut-être même, on pourrait même voir historiquement qu'il y avait on voulait une différenciation entre les personnes blanches et les personnes racisées, et on disait que alors c'était peut-être un peu plus côté sauvage qui n'arrive pas à se contrôler, alors qu'en fait c'est simplement aussi une morphologie qui est différente. Et voilà, entre la personne qui n'arriverait pas à se contrôler et les personnes standards qui entrent bien dans la société capitaliste, qui sont dans le contrôle, qui gèrent, qui produisent et qui donnent une image. C'est ça, oui. Mais je pense que ça montre aussi... d'un côté, évidemment, on ne peut pas voir la santé d'une personne juste en la regardant. C'est juste impossible. Et aussi, il y a le côté de... Il y a vraiment cet impératif à être productif, alors que finalement, personne ne devrait avoir l'obligation d'être le plus productif possible. Déjà rien que ça, c'est absurde. Et je pense que ça s'exprime beaucoup dans la grossophobie, mais aussi dans le validisme. Et oui. Et on voit aussi, là je pensais en venant, en prenant le train, il y a toujours... Alors ils sont très bien ces trains à 2 étages, c'est vrai, mais il y a quand même moins de place en bas qu'en haut. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à aller en haut. C'est pas juste les personnes qui sont en chaise. Là-dedans, on voit de l'agisme, on voit du validisme, on voit aussi de la grossophobie, on ne sait pas comment les gens vont... Voilà, il faut monter ces petits escaliers. Et puis, il y a souvent notre train 2 étages, au sommet, il y a une place en face d'une autre.
Moi, je n'entre pas dans celle qui a une place. Je n'entre pas. Donc, super, voilà. C'est un espace public, enfin, c'est un train, transport public. Et puis, maintenant, on parlait des bus aussi. Oui. C'est pas fait. C'est fait pour les personnes valides. Ouais. Et donc finalement, on voit aussi, comme partout en fait, toutes les formes de discrimination se rejoignent aussi. Pour revenir sur la discrimination médicale, c'est aussi quelque chose touche aussi surtout les femmes, par exemple, qui sont simplement pas prises au sérieux. Et donc c'est vraiment quelque chose qui se cumule. Donc, être une femme grosse, peut-être aussi racisée, qui cumule les discriminations puis qui rend la situation de pire en pire. Et je pense que ça se voit très bien aussi dans la grossophobie que ça n'existe jamais seul en fait. Non, effectivement. C'est hyper important qu'on se souvienne des luttes intersectionnelles parce qu'on oublie, on est très souvent, nous, dans les milieux militants, dans les milieux de gauche, on est aussi très souvent entre personnes blanches, plus ou moins minces, plus ou moins valides, et on a besoin, nous aussi, à chaque fois, de nous ramener dans nos piqûres de rappel en pensant à être plus inclusive, à faire attention aux discriminations, que ce soit dans la façon dont on écrit, d'avoir des textes accessibles à tout le monde, de penser. C'est un travail, bien sûr, parce que des fois on est fatigué avec notre militantisme, de devoir penser à tout le temps, mais c'est un travail qui est important, et de communiquer, d'en parler, de ne pas oublier. Et peut-être non, comme souvent, les blagues ou les commentaires, même avec les camarades, et surtout avec les camarades, il y a là ça va pas. Ouais, tu vas devenir gros, ouais, parce que tu as pris 2 fois de dessert, mince. Oui, je pense que, comme pour beaucoup dans ce pseudo-humour, cet humour discriminant, penser à se rappeler entre nous, dans les milieux de gauche, à dire non, là ça va pas. C'est vrai aussi que la grossophobie, c'est une forme de discrimination qui est très normalisée, aussi presque justifiée des fois, parce que justement des personnes qui disent oui, mais je me fais du souci pour ta santé, etc. Mais aussi, évidemment, on n'est pas grossophobe, c'est quelque chose qu'on apprend. Et je pense là aussi les médias, par exemple les films, séries, etc., jouent aussi un gros rôle. Toi, comment ça t'a influencé aussi dans ta vie, justement, de voir des représentations de personnes grosses dans les médias ? Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur toi et qu'est-ce que tu vois un peu comme tendance dans ces représentations ? Alors j'ai grandi, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas tellement de représentations. Et les peu qu'il y avait, alors c'était soit des personnages, la petite grosse rigolote, un peu la meilleure copine ou le meilleur copain, comme ça, qui était drôle, voire un peu bête. Mais jamais très intéressant. Ou alors la méchante. Des souvenirs dans Disney, la petite sirène, Ursula, la méchante, avec le recul, je trouve assez géniale dans l'image, voilà, mais quand on est petite, non. Parce qu'elle fait peur, et puis elle est immense, comme ça. Et elle est méchante, elle est horrible, Et il y avait très peu de représentations. Et les peu que j'avais, si je dois vraiment chercher, c'est Maïté qui faisait cette cuisinière française. Mais en même temps, elle était un peu plus âgée et elle avait un côté très mère nourricière. Donc, difficulté de représentation. C'est arrivé plus tard, dans les années 2000, peut-être pour moi 2010, comme ça. En particulier, celle que je cite toujours, celle qui m'a vraiment fait découvrir énormément de choses, elle s'appelle Stéphanie Zwicky. Okay. Elle est basée en France, mais elle est d'origine fribourgeoise. Et elle a fait énormément pour la mode grande taille, et juste normaliser. Elle se disait pas militante, elle disait juste normaliser. Et elle a pu contribuer et participer à faire des collections, par exemple avec la Redoute, avec des collections qu'on appelait des collections grande taille, jusqu'à ce que maintenant, dans certaines marques, il n'y a plus vraiment la collection grande taille. C'est la collection standard qui va dans une ampleur de taille. Mais si je repense à quand j'étais plus jeune et qu'on avait des catalogues, on avait la mode sur catalogue, s'il y avait Gelmolly ou Ackerman ou des choses comme ça, il y avait des prix par taille. Et dès qu'on passait une certaine taille, les prix augmentaient. Ah oui.
Et c'est arrivé encore il y a pas très longtemps, c'est arrivé avec une collection sur, je sais plus si c'était Kiabi ou quelque chose comme ça, une marque française où ça a fait un tollé énorme. En 2 jours, je crois, ils ont changé. En plus, ils ont énormément communiqué là-dessus, collection inclusive, etc. Et les tailles à partir du 46-48, elles étaient plus chères. Oui, mais parce qu'il y a plus de tissus, parce que les patrons doivent être différents. Il y a aussi des techniques qui existent pour équilibrer les charges en fonction des modèles. Donc, si on veut faire une collection comme ça, on équilibre, on aplatit, on trouve une solution. Et quand les marques veulent faire des modèles oversize, elles en font des modèles oversize. et ils ne font pas une différence de prix, si vraiment. Alors, donc, il y a encore beaucoup de boulot. Oui. Mais comme tu disais, justement, c'est intéressant qu'il y ait eu ces prix plus élevés, mais que cette fois, ça a fait un peu un scandale. Du coup, est-ce que tu penses que quand même, par exemple, justement, le mouvement body positif, etc., est-ce que ça a quand même eu un effet? En tout cas, de mon côté, comme j'ai un peu grandi avec les réseaux sociaux, du coup, j'ai aussi grandi avec beaucoup de ces idées body positive, etc. Et aussi, ça m'a appris assez tôt, par exemple, justement des idées qu'on ne juge pas une personne, on ne peut pas juger la santé d'une personne par rapport à son corps, etc. Enfin, simplement aussi de qu'est-ce que c'est la grossophobie et qu'est-ce que c'est les discriminations grossophobes. Est-ce que tu le remarques ça dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, on sent vraiment une différence et ça c'est chouette. Je pense aussi que les réseaux sociaux ont beaucoup participé de ça. Ces réseaux sociaux c'est toujours très, très à double tranchant parce qu'il y a un côté extrêmement positif et génial, on découvre plein de choses, on apprend. Et puis, il y a aussi beaucoup de violence. Mais là, la violence, elle est sexiste, déjà. Et après, on rajoute les discriminations intersectionnelles, qui se mélangent. Mais il y a peut-être plus de violence parce qu'on en parle plus et on nous accuse de faire la pseudo-apologie de l'obésité. Non, jamais aucune militante n'a dit devenez tous obèses, c'est ça. Mais comme on accuse les personnes queer de faire l'apologie, pseudo-apologie de voilà. Non, mais c'est souvent juste des personnes grosses qui existent. C'est juste des personnes grosses qui existent. Qui font des fois même, je vois ça aussi des fois de personnes qui sont justement même pas militantes, qui sont juste grosses, qui font des choses. Et déjà là, c'est rien que ça, c'est faire l'apologie de l'obésité, soi-disant. Dernièrement, c'est arrivé avec une fille que je suis qui elle se filmait aller manger dans un restaurant. C'était un restaurant qui avait ouvert dans la région où elle était. Et c'était sur TikTok. Et elle s'est retrouvée tout d'un coup avec des millions de vues et des milliers de commentaires. Parce qu'il y a eu un effet où les gens sont venus tellement insultés que d'autres sont venus. Et ça fait des vues en fait. Et les algorithmes ne voient pas si c'est insultant ou pas, enfin, dans ce cas-là. Et elle s'est retrouvée mise en avant. En fait, c'était juste parce que les gens avaient la haine de voir une meuf grosse aller manger dans un restaurant qui coûtait cher en plus. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir aimer là-dedans? Et puis après, elle lui a expliqué encore ce qu'il faut manger. Et après, quelques jours après, là, elle fait justement une interview sur la fast fashion. Elle parle un peu. Dans le premier commentaire, on voit déjà il faut que tu arrêtes de manger, prends ça. Elle parle d'une problématique d'ultra fast fashion, qui est une problématique mondiale. On parle de politique, on parle de mode et tout. Non, on vient lui dire comment elle doit manger. Alors que ça n'a rien à voir, en fait. Mais du coup, on voit quand même qu'il y a des choses qui ont changé, mais on n'est pas du tout encore là où on devrait être. Et du coup, pour finir, qu'est-ce que tu espères un petit peu d'un mouvement contre la grossophobie? Et où est-ce qu'on devrait arriver dans les prochaines années? Alors j'espère qu'on se rende plus compte, toutes et tous, parfois de notre grossophobie intériorisée ou de la manière dont on peut imaginer les personnes grosses. Et puis en particulier avec le côté santé, en disant peut-être aller donner des conseils de santé. Et d'être plus inclusive, de se rendre plus compte d'être plus inclusif, par exemple dans les t-shirts qu'on fait, dans des choses comme ça. Et puis j'espère qu'à l'avenir aussi, et ça je vois aussi que ça a évolué, c'est qu'à l'avenir avec la médecine, une approche un peu plus bienveillante. Je sais qu'il y a de plus en plus aussi de médecins qui
qui prennent le poids ou alors qui disent si vous voulez pas regarder, vous regardez pas. Si vous voulez que je vous dise, je vous dis pas. Alors qu'avant, on pensait même pas à le dire. Et il y avait des personnes qui étaient hyper trigger, rien que d'arriver avant le médecin, parce qu'il dire, il va encore me dire mon poids et ça va être horrible. On est sur la bonne voie. Puis d'accord, je pense qu'il y a beaucoup de communication. Ben, très bien. Oui, je peux que rejoindre tes points, en fait, c'est tout ce qu'il faut. Puis espérons aussi qu'on arrivera dans une société où il n'y a plus aussi justement cet impératif d'être productif et d'être une personne efficace pour le capitalisme ou quoi que. Mais je pense qu'on a encore un long chemin à faire, malheureusement. Mais je pense qu'on va y arriver quand même. Et du coup, merci beaucoup pour cette discussion, c'était très intéressant. Merci à toi. Moi, j'ai beaucoup appris. Et à une prochaine fois, à une prochaine grève. Yes. Avec des t-shirts avec toutes tes tailles cette fois, j'espère. Yes. Avec plaisir. Merci.